19 avril, une plénière, des actes, un parrainage, la loi adoptée sans débat. Le fait majoritaire a-t-il fini de plomber notre système démocratique? Le Sénégal à l'heure des conflits. La santé, l'éducation, la politique, les mécanismes de régulation ont-ils fini de montrer leurs limites? Quel est l'état de compréhension et d'acceptation du contour de la démocratie participative en République? Comment mesurer la sincérité et l'engagement des uns et des autres? Maître Amadou Alikan, avocat conseiller juridique de la RADDHO, diagnostique le mal. Le défenseur des droits humains, l'invité d'objection de ce dimanche 22 avril 2018 à partir de 10h sur Sud FM et sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Objection, c'est l'émission politique de la rédaction animée par Bayou Marguet. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection. Objection reçoit ce dimanche un défenseur des droits humains. Il sera question dans cette émission de questions d'actualité très fournies cette semaine, surtout axée sur le parrainage. Elle a été adoptée par l'Assemblée nationale sans débat. À tort ou à raison, notre invité nous en parlera. Nous retenons également qu'un amendement a été introduit. Finalement, le taux est revu à la baisse, entre 0,8 et 1%. Amadou Alikan, bonjour et merci encore une fois d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Merci Bayou Marguet de votre invitation. Je salue tous vos auditeurs et je voudrais vous dire que c'est un grand honneur pour moi d'être présent devant votre micro pour participer à cette émission qui est un grand classique en matière de radio, à savoir Objection. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Khan. Maître Khan, cette loi a été adoptée. Je veux parler de la loi sur le parrainage. Vous avez suivi les débats à l'Assemblée nationale. Que devons-nous retenir tant sur la forme que sur le fond? Que retenir? Oui, on est peiné quand on a suivi le déroulement des opérations ou de la session de l'Assemblée nationale portant sur l'adoption du projet de loi instituant le parrainage. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs que la société civile avait été avisée de tenter une médiation. Parce que déjà, on entrevoyait que la situation allait être délétère, elle allait être volatile, elle allait être conflictuelle. Malheureusement, la médiation de la société civile n'a pas abouti, en tout cas jusqu'à ce jour. Mais expliquez-nous d'abord, justement, vous avez entrepris une série de rencontres, c'était pour jouer la carte de la médiation. À quel moment ça a échoué? Bon, ça a échoué à partir du moment où les pouvoirs publics, le président de la République, le gouvernement, l'exécutif, n'a pas voulu suspendre provisoirement l'examen du projet de loi. Mais ils avaient déjà rencontré dans un premier temps. Oui, parce que vous savez... Qu'est-ce qui a été dit? Parce que le contenu de la médiation, c'était quoi? C'était de dire, vous, exécutif, vous suspendez provisoirement l'examen du projet de loi. Vous, opposition, vous renoncez aux manifestations que vous envisagez de faire devant l'Assemblée nationale et peut-être devant dans tout le territoire national. Malheureusement, l'exécutif s'est montré intraitable. Il fait comprendre que l'examen du projet de loi ne pouvait pas être différé. Et à partir de ce moment, évidemment, on ne pouvait pas demander aussi à l'opposition de faire une concession. Et malgré aussi justement les déclarations de la classe religieuse, notamment l'Église. Et bien voilà. Nous avons non seulement rencontré la classe politique, donc l'opposition, nous avons rencontré l'État à travers sa plus haute autorité, le président de la République, et nous avons rencontré les chefs religieux. Est-ce que le président avait pris un engagement? Non, le président était clair. Il n'avait pas pris d'engagement. Moi, je n'avais pas été personnellement à cette rencontre parce que j'étais empêché. Mais d'après les comptes rendus que j'ai eus,
il avait fait comprendre clairement qu'il n'était pas question de faire une marche arrière. Vous savez, cette affaire est hautement politique. Ah oui? C'est ça la vérité. La vérité est que il y a une volonté, en tout cas c'est ma perception personnelle, de barrer la route à certains. Mais qui, je ne sais pas. Ah oui? Ouais, c'est l'impression que j'ai. Pourquoi? Qu'est-ce qui fonde votre impression? Oui, ce qui fonde ma conviction, c'est que, de mon point de vue, l'argument qui est invoqué, la procédure qui a été suivie, pose problème. Ah oui? Quel est l'argument invoqué? On a dit, écoutez, aux dernières élections, il y a eu une pléthore de candidatures. Il y en a eu 47, il y a eu 47 listes aux législatives. Oui. Et c'était très compliqué pour les électeurs de faire un choix. Il a fallu même recourir au Conseil constitutionnel pour qu'il autorise l'électeur à ne prendre que 5 bulletins. On dit, si ça se répète à la présidentielle, ça peut entraîner un blocage. Mais, d'après les indiscrétions qu'on a pu avoir ici ou là, les révélations qui ont pu être faites ici ou là, il est apparu que la plupart des listes, en réalité, étaient des listes sponsorisées. Ah oui? Est-ce que vous êtes sûr? Mais si les gens affirment, moi je n'ai pas personnellement entendu que M. Serigne Mbacké Ndiaye aurait clairement déclaré avoir été financé par l'exécutif, par la majorité, par le pouvoir. Je n'ai pas personnellement entendu, mais ça a été dit. Ah oui? Je n'ai pas entendu un démenti venant de sa part. Et puis, on se connaît tous au Sénégal. On connaît chacun les moyens dont on dispose. Est-ce que quelqu'un qui a du mal à payer son taxi va aller payer 15 millions de caution pour participer à une élection? Mais ce n'est pas le cas de Serigne Mbacké Ndiaye. Non, je n'ai pas dit que c'est son cas. Je parle pour les 47. Lui, il est honnête, de mon point de vue. Il a carrément dit la vérité. Donc, ce point. Mais pour les autres, beaucoup d'autres, certains avaient les moyens, mais d'autres ne l'avaient pas. Et c'est connu. Donc, on a comme l'impression qu'il y a une pléthore artificielle. Et qu'à l'arrivée, on se rend compte que le but visé était justement de justifier l'adoption d'une loi relative au parrainage. Mais justement, sur le déroulement même justement de la séance à l'Assemblée nationale, je veux parler de cette plénière. Oui, il y avait de la tension. Comment vous appréciez justement le déroulement? Bon, il faut aussi dire que la tension à l'Assemblée nationale, ce n'est pas le propre du Sénégal, ce n'est pas non plus le propre du vote de cette loi. C'est un espace où souvent ça arrive. Maintenant, il faut aussi reconnaître que pour le cas particulier de cette loi, la tension est montée au maximum. Je crois que c'est la première fois qu'on voit des empoignades ou des coups de poing même. Un député qui déchire même le projet de loi. Je crois que ça n'est jamais arrivé auparavant, en tout cas aussi longtemps que moi je me souviens. Donc c'est dû à quoi? À l'enjeu? Mais c'est dû à l'enjeu, parce que vous savez, ce parrainage, il ressemble un peu au fameux but en or qu'on appelait le but de la mort. Avant, dans la Coupe du Monde, quand il y avait des prolongations, le premier qui marque, on arrête le match. Celui-là aussi, on a comme l'impression que derrière le parrainage, il y a une arrière-pensée. Et l'arrière-pensée, c'est de barrer la route à certains candidats. Mais cette loi qui a été adoptée sans débat, oui, comment vous appréciez justement cette décision qui a été finalement prise? C'est regrettable dans une démocratie. Le propre d'une démocratie, c'est qu'il y ait débat, qu'il y ait dialogue. Et dans une institution comme celle de l'Assemblée nationale, qui est l'émanation du peuple. Voilà, et en particulier dans une instance comme l'Assemblée nationale, qui est l'émanation du peuple, parce qu'abritant les représentants du peuple. Donc, il n'est pas compréhensible que là-bas, il n'y ait pas de débat. Quand il n'y a pas de débat, qu'il y ait des invectives, qu'il y ait des coups de poing. Et qu'au final, la loi soit adoptée
Et au forceps. Comment appréciez-vous le comportement de l'opposition également? Puisqu'il y avait l'opposition, il y avait aussi la coalition parlementaire autour de Benno. Vous savez, pour être honnête, il y a une rupture de la confiance entre les acteurs politiques, entre la majorité et l'opposition. Je crois que les différents événements qui se sont passés dans le pays, les arrestations de Karim Wade, les arrestations de Khalifa Sall, le référendum, les élections législatives et en particulier le vote à Dakar avec une forte utilisation comment on appelle encore là, les documents administratifs, n'est-ce pas? Tout ça a fait que la confiance dans le système a baissé. La confiance avait même baissé, pour être honnête, depuis même 2012, à l'époque de Wade, depuis 2011, plus exactement. Et c'est ça qui avait donné lieu au 23 juin. Et on a vu qu'au 23 juin, la forte mobilisation des populations. Oui, mais on a été comparé, oui, le 23 juin comparé au 19 avril. Bon, on peut les comparer dans la mesure où il s'agissait de s'opposer au vote de textes de loi majeurs, modifiant notamment la Constitution. Révisant, oui. Mais la différence est dans la posture du président. Le 23 juin, le président Wade, dans sa sagesse, a compris qu'il fallait autoriser. Et on a mis une ligne de séparation entre les partisans du pouvoir et les partisans de l'opposition. Mais par contre, cette année, le pouvoir n'a pas jugé nécessaire de permettre. Il s'est réfugié derrière l'arrêté Ousmane Ngom, selon lequel il était interdit de manifester devant certaines institutions de la République. S'agit-il d'une différence de vision ou finalement, qu'est-ce qui a joué? Moi, je crois que c'est plutôt une question de sagesse. Abdoulaye Wade était un homme d'expérience, un homme d'un certain âge, donc qui était peut-être beaucoup moins poussé vers les bagarres physiques, bien que c'était un baroudeur sur le plan politique. Alors que là, on a un pouvoir qui est constitué essentiellement par des jeunes, déjà nés après l'indépendance. Bon. Et par conséquent, ce sont des personnes qui ont un peu le sang chaud. Mais la sagesse n'est pas le produit de l'âge. C'est vrai que la sagesse n'est pas le produit de l'âge, c'est le produit de l'expérience. Malheureusement, non seulement c'est des jeunes, mais beaucoup, parmi les gens du pouvoir aussi, n'ont pas beaucoup de vécu sur le plan politique, ni sur le plan administratif. Vous prenez le ministre du Tourisme, qui a fait une déclaration pour dire que, écoute, ils vont s'opposer à ce que l'opposition veut faire. Est-ce que c'est une déclaration à faire dans une démocratie? Dans une démocratie, je crois que la liberté d'expression est quand même un critère important. C'est ça qui distingue une démocratie d'une non-démocratie. De part et d'autre, hein? Voilà. De part et d'autre. De part et d'autre, oui. On peut le dire. Alors, justement, à l'Assemblée nationale, nous y sommes, nous y restons. Le fait majoritaire ici, oui, notre système démocratique est-il finalement plombé par le fait majoritaire sous Diouf, sous Wade et maintenant sous Macky Sall? Que retenir de ce fait majoritaire? Il a été distinctif au gré justement de ces étapes connues dans notre processus démocratique. Il faut distinguer deux choses. Il y a le fait majoritaire en tant que tel qu'on ne peut pas récuser. Parce que quand on va aux élections, il faut nécessairement qu'il y ait un vainqueur. C'est ça qui est souhaitable. Sinon, c'est l'instabilité. Un vaincu. Voilà. Sinon, on va être un peu dans un système à l'italienne, où il va falloir des combinaisons pour pouvoir même gouverner. Donc, il est important, il est souhaitable qu'il y ait une majorité forte qui puisse sortir de l'expression des suffrages. Ça, c'est d'une part. Mais d'autre part aussi, il faut que la majorité n'abuse pas de son droit, n'impose pas sa volonté propre à elle, fondée sur ses intérêts propres, sur ses intérêts de camp, au pays et à la minorité. Ça a-t-il été le cas?
on a comme l'impression, comme je vous l'ai dit, que le parrainage n'était pas une nécessité actuelle. Pas une question qui devait nécessairement être faite cette année en 2018 pour les élections de 2019. C'est une question qui peut être discutée et attendre. Parce qu'encore une fois, une loi doit répondre à une nécessité sociale. Or, ici, il apparaît que la nécessité sur laquelle on fonde l'adoption de cette loi est une nécessité artificielle, parce qu'elle a été suscitée par l'exécutif. L'exécutif a encouragé la prolifération des listes aux législatives. On se retrouve avec beaucoup de listes avec la bénédiction du pouvoir exécutif. Et apparemment, le but visé, c'était justement de légitimer la proposition de loi qui devait être dans les tiroirs, ou en tout cas dans les têtes, d'instituer un parrainage à toutes les élections. Elle a été finalement adoptée, et cette loi portant, instituant le parrainage citoyen, mais Maître Amadou Ali Kane, Idriss Seck, en parlant des pouvoirs, je vous parlais du pouvoir judiciaire et du pouvoir législatif, se sont prosternés devant l'exécutif. Vous êtes justement un observateur du fait politique par rapport à cette déclaration de Idriss Seck, mais surtout par rapport à la réalité. Oui, la réalité est que nous avons un pouvoir exécutif qui est très fort. Ça ne date pas de maintenant. Ça ne date pas de maintenant. Pour être honnête, ça ne date pas de maintenant. Oui. Ce n'est pas le président Macky Sall qui l'a inventé. Est-ce que ça s'est empiré? Ça ne s'est pas amélioré. Et je pense que c'est resté en l'état. Ça a toujours fonctionné comme ça. Il y a une hypertrophie des pouvoirs présidentiels. Moi, je ne parlais même pas de pouvoir exécutif. En réalité, il n'y a même pas de pouvoir exécutif. Ce qu'il y a, c'est un pouvoir présidentiel. Il y a une forte personnalisation du pouvoir en Afrique et en particulier ici au Sénégal. Depuis toujours, tout a tourné autour du président de la République. Oui, que ça soit l'époque de Senghor. On a connu 62 avec Senghor. Voilà. Que ça soit à l'époque du président Diouf, que ça soit à l'époque du président Wade, et maintenant avec le président Macky Sall. On parle de dualité finalement au sommet de l'État. Voilà. Mais là, on ne peut même plus parler de dualité au sommet de l'État avec Macky Sall, parce qu'il a un Premier ministre qui a compris le système, qui l'a épousé et qui évite de gêner le chef du système. Mais la conséquence, c'est quoi? Il n'y a plus de vitalité? Non, de dynamisme. La conséquence, c'est qu'on fait du surplace. Les institutions, ou plutôt la pratique des institutions, aurait dû évoluer. C'est-à-dire qu'il est regrettable que le système politique fonctionne de la même manière depuis que le pays est indépendant. Aujourd'hui, on aurait dû évoluer, arriver à une modernisation du fonctionnement de l'État, à une modernisation du fonctionnement des partis politiques, à une modernisation aussi du système électoral. Mais tout cela, justement, existe dans la nouvelle constitution. La modernisation des partis politiques, avec le statut de l'opposition. Mais justement, qu'est-ce qui reste à faire? Mais justement, c'est ça le débat. C'est-à-dire que on a les meilleures institutions possibles sur le papier. Le financement des partis politiques. Sur le papier, nous avons les meilleures institutions possibles. C'est dans la pratique que le bas blesse. Nous avons des pratiques qui sont aux antipodes de la démocratie. Par exemple, vous avez dit, dans la Constitution, il est prévu la création du statut de l'opposition, d'un chef de l'opposition. Oui, même le financement des partis politiques. Voilà, et le financement des partis. Mais force est de reconnaître que jusqu'à ce jour, il n'y a pas de début d'exécution. Ça ne s'est pas réalisé. Voilà. Oui. Donc, c'est dire que nous sommes particuliers en ce que nous pratiquons nos institutions selon nos intérêts. L'intérêt des gouvernants, je veux dire. Chaque gouvernant qui vient exerce le pouvoir, applique les institutions en fonction de ses intérêts propres, ses intérêts personnels. Et sur ce plan,
il n'y a pas eu d'amélioration de l'indépendance jusqu'au président Macky Sall aujourd'hui. Malheureusement, on attendait de lui, qui est né après l'indépendance, qu'il apporta des changements à ce niveau, qu'il y ait une pratique du pouvoir qui soit aux antipodes de ce qu'on a vécu. Mais oui, toujours pour rappeler que vous suivez votre émission Objection avec Maître Amadou Ali Kane. Il est avocat, militant des droits humains, mais Amadou Ali Kane est aussi conseiller juridique de la RADDHO, la Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme. Maître Amadou Ali Kane, finalement, l'opposition externalise le combat, un recours à la Cour de la CEDEAO. Idrissa Seck prend date et compte justement attaquer cette loi. Vous êtes juriste, avocat. Oui, l'article L57 est visé. La jurisprudence de l'article 57. En tant que juriste, quel regard en tant que juriste? Bon, il y a deux choses dans votre question. Il y a d'abord la Cour de la CEDEAO et il y a le texte de l'article L57 du Code électoral qu'on veut modifier. Ce n'est pas encore modifié. Alors, pour la Cour de la CEDEAO, je voudrais rappeler la CEDEAO est une organisation d'intégration sous-régionale, d'intégration économique, politique, et même maintenant un système de défense militaire avec l'ANAT. Donc, en tant qu'organe d'institution d'intégration, la CEDEAO a prévu l'existence d'une cour de justice pour... Est-ce qu'elle est compétente en la matière? C'est ça que je suis en train de vous expliquer. La Cour de justice, à l'origine, elle était compétente pour résoudre les litiges entre les États membres, pour interpréter les traités de la CEDEAO et les textes de la CEDEAO. Mais à partir de 2005, il y a eu un amendement qui a été fait par rapport au texte qui instaure la Cour et qui prévoit que les citoyens de la CEDEAO, c'est-à-dire les personnes qui vivent dans les 16 États, peuvent saisir la Cour de la CEDEAO pour violation des droits de l'homme. C'est-à-dire que la Cour de la CEDEAO ne connaît pas de l'inconstitutionnalité des lois. Ça, c'est dévolu au Conseil constitutionnel des États. Mais par contre, lorsqu'une loi, qu'elle soit constitutionnelle ou ordinaire, est prise, et que cette loi-là, elle viole des droits qui sont garantis aux citoyens, donc elle constitue une violation des droits de l'homme, alors toute personne intéressée est fondée à saisir la Cour de la CEDEAO pour faire constater la violation et faire condamner l'État. Le 19 avril, on a modifié la Constitution. On a voté une loi constitutionnelle qui prévoit le parrainage à toutes les élections avec des signatures entre 0,8% et 1% du corps électoral. Ça, c'est la loi constitutionnelle. Maintenant, il va y avoir une modification du code électoral. Et c'est dans la modification du code électoral qui va intervenir ultérieurement qu'il est prévu de modifier l'article L57. Que dit l'article L57 ancien? Il dit tout Sénégalais peut faire acte de candidature et être élu sous réserve des conditions d'âge et des cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévus par la loi. C'est ce que dit ça, le texte ancien. Que dit le texte nouveau qu'on veut proposer? Il dit tout Sénégalais électeur. Alors, avant, on disait tout Sénégalais tout court. Là, c'est précis. Là, on ajoute tout Sénégalais électeur. C'est précis. Donc, ça veut dire que avant, on pouvait être élu sans être un électeur. Parce que le vote n'étant pas obligatoire, on n'est pas obligé de s'inscrire sur les listes électorales. On peut, tout en n'étant pas inscrit, se porter candidat. Est-ce qu'il y a une violation de la liberté ici? Lui, M. Idrissa Seck, président de Rewmi, ancien Premier ministre, considère que le nouveau texte, s'il est adopté, va porter atteinte à la liberté individuelle. Mais vous, en tant qu'avocat juriste, quel éclairage?
Oui, vous savez, il m'est difficile de me prononcer publiquement sur cette question. C'est une question qui va aller devant une juridiction. C'est une question qui va être confiée à des avocats. Mais il ne m'appartient pas ici, du haut d'une émission de radio, de dire que c'est ça la vérité scientifique ou la vérité juridique. Oui. Ce que je peux, c'est expliquer qu'effectivement, il est possible à tout citoyen de la CEDEAO ou à tout résident dans un État membre de la CEDEAO, s'il estime qu'un acte juridique a été pris et que cet acte viole ses droits, de saisir la Cour de la CEDEAO. Et je dois préciser que la Cour de la CEDEAO, c'est une cour qui est originale. Parce que dans toutes les cours de droits de l'homme du monde, avant de porter votre recours là-bas, vous devez épuiser les voies de recours internes. Il n'y a que la seule cour de la CEDEAO qui vous permet de venir devant elle sans être passé par les voies de recours internes, sans les avoir épuisées. En cela, c'est une cour qui est révolutionnaire. Parce que même la Cour européenne des droits de l'homme, il faut épuiser les voies de recours internes avant de venir. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le président Yahya Jammeh, dans les années, je pense, 2009, avait voulu faire modifier le traité pour imposer l'épuisement des voies de recours internes. Heureusement pour les citoyens de la CEDEAO, à la suite du combat des ONG des droits de l'homme, il n'a pas été suivi. La situation est restée en l'état. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que il y a une compétence en matière de droits de l'homme qui a été ajoutée aux compétences de la Cour de la CEDEAO. Si un État prend des engagements internationaux, dit, moi, je m'engage à garantir à mes citoyens tel droit, tel droit, tel droit, tel droit, et que l'État, du point de vue interne, prend des textes ou des textes qui violent ces engagements. Oui, mais on a vu que... À ce moment-là, le citoyen est fondé à saisir de la Cour en invoquant effectivement la violation de ces instruments. Oui, qu'en est-il alors du respect des décisions? Souvent, on se rend compte que ces décisions ne sont pas respectées au Sénégal. Vous avez tout à fait raison. Oui. Le principe, c'est que les décisions de la Cour sont exécutoires. Oui, mais ce n'est pas le cas. À l'égard des États membres. Oui. Mais dans la pratique, effectivement, il y a des États membres récalcitrants qui refusent d'exécuter les décisions de la Cour. Que risque-t-il? Parce qu'il y a la souveraineté des États. Non, en principe, ce qui risque, c'est peut-être le discrédit international. Seulement. Il n'existe pas de police internationale. On ne peut pas contraindre un État. Comme vous avez dit, il y a la souveraineté nationale. Donc, par conséquent, ce qu'il y a, c'est que cet État va donner une mauvaise image de lui-même, apparaîtra comme un État peu respectueux de l'état de droit, peu respectueux des droits de l'homme. Parce qu'ici, vous avez parlé de risque de violation du droit de vote. Là également, c'est une réalité, dans ce cas d'espèce. Sous l'ancien système, ou bien le système actuel, puisqu'il n'est pas modifié, on peut ne pas être électeur et être éligible, être candidat. Alors que le droit de vote n'est pas une obligation. Voilà. Maintenant, ce qu'on veut faire, on veut changer. Et que pour être candidat, il faut toi-même être électeur. Si c'est le cas, il y a une violation du droit de vote. Si on le fait, ça veut dire qu'on rend implicitement obligatoire le droit de vote, alors que les textes internes ne le prévoient pas. Mais alors, pour rappeler à nos auditeurs que vous suivez votre émission Objection avec Maître Amadou Ali Kane, il est avocat, il est militant des droits humains, il est conseiller juridique de la RADDHO. Maître, justement, il a été question de manifestation également le 19 avril. Oui, comment appréciez-vous le spectacle, justement? On a vu une manifestation au Sénégal comme à l'extérieur, notamment en France, en Italie, aux États-Unis. Comment appréciez-vous, justement, ces spectacles? Le 19 avril, le Sénégal, en tant qu'État, a renvoyé une mauvaise image de lui-même à ses enfants et au monde entier. Comment? Parce que vous savez, la démocratie a ses exigences. Et l'une des conditions primordiales de la démocratie, c'est la liberté d'expression. Et la liberté d'expression, on peut le faire par seul, comme on est en train de le faire maintenant, par la radio, par la plume, par l'image. On peut le faire aussi en association. On se met ensemble, on fait une marche.
Ça fait partie de la liberté d'expression. Et un État démocratique ne peut pas prendre des mesures qui vident de son sens la liberté d'expression. Le préfet a pris un arrêté disant qu'on ne peut pas manifester aux alentours de l'Assemblée nationale. Mais on a vu que des gens ont été arrêtés à Guédiawaye. Il y a eu plus de des gens ont été arrêtés à Thiès même, à Kaolack. Donc, mais que a déclaré l'opposition. Oui, mais de ce point de vue, beaucoup de personnes ont été arrêtées. On a vu des leaders de l'opposition qui ont été arrêtés. Oui, mais à titre d'analyse, cela renvoie à quoi? Mais on ne peut que le condamner, ça renvoie à un État autoritaire. C'est ça la vérité. Un État qui n'accepte pas la contradiction. Un État qui n'accepte pas que des citoyens montrent qu'ils ne sont pas d'accord. Et ça, ce n'est pas la démocratie. Je pense qu'en démocratie, il faut encadrer les marches. Et c'était possible. Le nombre de policiers qu'on a mis pour réprimer la marche, on aurait pu mettre la moitié, ils auraient encadré la marche. Et on aurait pu faire comme à Ablaïwat, en 2011, en juin, le 23 juin. Et qui a été le grand vainqueur de ce 19 avril? À mon avis, il n'y a pas de vainqueur. Par contre, il y a un perdant, c'est la nation sénégalaise, c'est le peuple sénégalais, c'est l'État du Sénégal. Pourquoi? Parce que on est entré dans un processus qui risque de nous mener dans des situations chaotiques. Ah oui? Ah oui, parce que vous savez, ça ce n'est qu'un début de mon point de vue. On a pris une loi, mais cette loi, elle a été prise pour les élections. On va l'appliquer au moment des élections. Quelle application on en fera? Est-ce qu'on va l'appliquer d'une manière qui fera en sorte que on va exclure des candidats? Est-ce que c'est ça qui est le but visé? Et si ça arrive, quelles vont être les conséquences? Vous comprenez? Quelles vont être les conséquences si d'aventure, sur la base de cette loi, on excluait tous les candidats, ou en tout cas beaucoup de candidats? Elle pose des problèmes techniques, cette loi? À mon avis, oui. Parce que vous savez, on a quand même une petite expérience en matière d'élection. En matière de parrainage. En 2011, pour les élections de 2012, plutôt en 2012, il y avait eu, je crois, 3 candidats indépendants. Il y a eu M. Youssou Ndour, M. Abdurrahman Sarr et M. Keba Kent. Et ce qu'on a remarqué, c'est que toutes ces personnes ont vu leur candidature être déclarée irrecevable pour n'avoir pas réuni le nombre de signatures exigé par la loi, qui à l'époque, si j'ai de ma vie, était de 10 000. Parce que simplement, après avoir confronté les signatures produites devant le Conseil constitutionnel, avec le fichier de la DAF, on a constaté qu'il y avait une variation dans les signatures. Vous savez, vous, moi, les signatures que nous faisons tout de suite, dans 3 mois, notre signature peut varier. Chacun de nous, il peut lui arriver de faire un chèque, de le remettre à quelqu'un qui va à la banque, et la banque va constater que, écoutez, ça a évolué. Ça a évolué. On est obligé de vous appeler pour vous demander si c'est vous. Pour vérifier, oui. C'est la même chose pour ces signatures-là. Donc, il va y avoir un problème. Et à cela, il faut ajouter le fait qu'une personne ne peut signer que pour un candidat. Mais rien n'interdit à quelqu'un qui veut nuire à un candidat de faire signer, de prendre un groupe de personnes qui vont signer pour plusieurs candidats, de manière à les éliminer. Il y aura la possibilité c'est pourquoi il y aura nécessité de recours auprès du Conseil constitutionnel. Oui, mais pas ça. Mais je pense qu'il faut aussi qu'on crée un délit électoral de multiples signatures pour éviter que des fantaisistes ou bien des malveillants signent pour plusieurs personnes. Mais alors, comment analysez-vous notre processus démocratique à l'aune des situations de ce genre? En réalité, je pense qu'il faut que courageusement on fasse un audit de notre démocratie. Pour être honnête. Oui, mais parce qu'ici, le problème, il reste entier. Vous avez un problème de confiance.
vous avez également un problème technique, vous avez également un problème de qui pour organiser ces élections. Mais alors, de ce point de vue, l'absence de dialogue, combinée à l'absence de confiance, combinée aux problèmes techniques, mais cela traduit quoi en termes de perspective, justement, concernant la prochaine organisation de la présidentielle? C'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Je vous ai dit que les lendemains électoraux au Sénégal ne sont pas brillants. Sans jouer aux oiseaux de mauvais augure. Je n'ai pas l'impression que nous avons emprunté un chemin sans embûche. Ah oui? Oui. Et je pense qu'il faut un minimum de consensus entre les acteurs. Et comme vous l'avez relevé, cela n'existe pas. Ensuite aussi, il faut qu'on s'entende sur les priorités. Aujourd'hui, la priorité, est-ce que c'est de rationaliser les candidatures ou de rationaliser tout simplement les partis politiques, les partis politiques et le système politique lui-même? L'espace, oui. N'est-ce pas? Aujourd'hui, vous avez peut-être 300 partis. Mais sur ces 300 partis, quels sont ceux qui fonctionnent effectivement? Pas beaucoup. Vous avez sur ces 300, plus de 200 n'ont pas de siège. Plus de 200 ne participent pas à des élections depuis Mathusalem, ou n'ont jamais participé à des élections depuis leur existence. Vous avez plusieurs centaines qui ne tiennent pas leurs instances régulières. Jamais de bureau politique, jamais de comité central, jamais de congrès. Mais je pense qu'il faut appliquer la loi de la République à l'égard de ces partis et constater qu'il n'existe pas et les dissoudre. Mais ensuite, oui, il est prévu le financement des partis. Mais pourquoi ne pas le faire? Qui dit financement des partis dit aussi plafonnement des dépenses électorales. Est-ce qu'il est légitime aujourd'hui qu'un candidat puisse, dans un pays pauvre comme le nôtre, mettre 10, 15, 20 milliards dans une élection? Acheter des électeurs? Mais ici, il est question de l'établissement d'un bulletin unique. Oui, le bulletin unique. Oui, le coût financier. Voilà, le bulletin unique aurait pu être une réponse à ce qu'on a appelé la pléthore des candidats. Avec un bulletin unique, quel que soit le nombre de candidats, chacun coche la case correspondant à la photo de son candidat. Et je crois que chacun reconnaît son candidat visuellement. Dieu merci. On n'a pas quand beaucoup d'électeurs aveugles. Même les aveugles peuvent se faire assister par quelqu'un. Donc le problème du bulletin unique, je crois que c'est une question sérieuse qu'il faut envisager. Je ne sais pas pourquoi ce bulletin unique fait peur aux gens, alors qu'il est utilisé dans tous les pays qui nous environnent, qui nous entourent. Donc aujourd'hui, il faut avoir le courage de travailler pour l'avenir. Oui. C'est ce qui manque à notre classe politique. En général, quand on se donne des dirigeants, quand ils sont dans l'opposition, ils font de bonnes projections, de bons projets. Ils envisagent le meilleur pour le pays. Mais une fois au pouvoir, alors ce qui se passe, c'est que on ne travaille plus pour l'avenir, on travaille pour le présent, pour la conservation du pouvoir, pour s'éterniser au pouvoir. Oui, et ce contexte, cette situation délétère, mais s'explique par quoi? Par justement l'absence de régulation, puisqu'aujourd'hui, il y a plus de régulateurs. Par rapport à cette absence, par rapport à cette situation, pour la suite, est-ce que vous restez pessimiste, vous en tant que défenseur des droits humains, mais surtout acteur de la société civile, votre mission s'est-elle arrêtée ou comptez-vous poursuivre cet élan pour appeler les uns et les autres à s'asseoir autour d'une table? Bon, en fait, il existe des contre-pouvoirs, il existe des mécanismes de régulation. La question est de savoir est-ce qu'ils jouent le rôle. Nous avons bien des juridictions qui sont là pour censurer les manquements à la loi. Mais est-ce que ces juridictions font le travail? Il faut le poser aux citoyens. Nous avons une Assemblée nationale qui est censée contrôler le gouvernement. Est-ce que l'Assemblée nationale le fait? Nous avons beaucoup d'autres mécanismes. L'OFNAC, pour lutter contre la corruption. Mais dans le cas d'espèce, en matière électorale, en matière électorale, nous avons la Sénat. Est-ce que la Sénat fait bien son travail? Il y a donc ces questions à se poser. Moi, je pense que fondamentalement, c'est mon point de vue personnel.
Je pense qu'il y a un problème de patriotisme. Ah oui? Ah oui. C'est-à-dire que les gens ne savent pas ce qu'est le patriotisme. De la classe politique ou? Non, des Sénégalais dans leur ensemble, Ah oui? pour être honnête. Je ne vais pas dire tous les Sénégalais, Oui. mais en tout cas la majorité des Sénégalais. La Oui. majorité des Sénégalais. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que nous, Sénégalais, qu'on se dise que nous ne vivons pas dans un îlot. Nous vivons dans un monde globalisé dans lequel les nations sont en compétition. Chaque Sénégalais doit être habité par le souci de faire en sorte que dans son secteur, le Sénégal soit dans le peloton de tête. Vous, journalistes, vous devez vous évertuer à faire en sorte que le système médiatique sénégalais soit considéré comme l'un des meilleurs d'Afrique. Nous, avocats ou militants des droits de l'homme, nous devons faire en sorte qu'on dise que les avocats sénégalais comptent parmi les meilleurs. Les dirigeants politiques doivent aussi faire la même chose. C'est ça que j'appelle le patriotisme. Nous devons sigil sur nos réews. C'est-à-dire, dans nos actions, dans la façon de travailler, dans notre façon de comporter, faire en sorte que notre pays soit un modèle, aujourd'hui, comme l'est le Rwanda. Oui, mais Le Rwanda est un exemple partout. Oui, mais à qui imputez-vous cette responsabilité? Cette responsabilité incombe aux dirigeants. Parce que c'est aux dirigeants de montrer l'exemple. On ne peut pas demander aux citoyens lambda qui n'a aucune responsabilité de montrer l'exemple. Bien que cela ne lui est pas interdit. Il faut que notre pays encourage la méritocratie. Oui, mais à titre d'exemple, on peut s'arrêter sur l'école. Aujourd'hui, on voit que, justement, il y a une crise dans ce secteur. Oui, là également, c'est un autre problème. Nous avons parlé de blocage sur le plan politique. Il y a aussi une crise dans le secteur de l'éducation. Oui. Une grève générale est même annoncée dans le secteur également de la santé. Finalement, d'un secteur à un autre, les problèmes sont là. Qu'est-ce qui justifie? C'est la perspective de la présidentielle annoncée ou qu'est-ce qui se passe? Mais vous avez raison de pointer du doigt la multiplication des revendications catégorielles. Je pense qu'effectivement, le secteur de l'éducation, les secteurs de la santé sont des secteurs particulièrement importants. Et malheureusement, ils sont en crise. Aujourd'hui, on se demande si on ne va pas aller vers une année blanche. C'est-à-dire vers la perte de plusieurs milliards de francs CFA, de nos pauvres francs, investis dans un secteur névralgique. Au-delà du coût financier, voilà, il y a le coût moral. Voilà la déperdition scolaire pour des milliers de jeunes. Et vers vraiment, si vous voulez, le blocage de ce formidable ascenseur social qu'est l'école publique. Oui, mais qui pose un problème, une grosse problématique, c'est le respect des droits des citoyens à éduquer nos enfants, c'est-à-dire à l'éducation. Là également, c'est un respect, c'est un droit fondamental inscrit dans la Constitution, le droit à l'éducation. Aujourd'hui, les enfants sénégalais ne peuvent même plus aller à l'école. En tout cas, ce que je peux vous dire... Oui, en tant que défenseur des droits humains, vous laissez les parents dans une situation de lassitude. Non seulement l'éducation est un droit, mais aussi l'éducation, c'est la voie du salut pour tout pays qui veut émerger. On ne peut pas devenir un pays émergent dans l'ignorance, dans l'illettrisme. C'est à travers la formation, l'éducation de ses enfants qu'un pays peut faire des progrès. Et malheureusement, aujourd'hui, nous sommes dans un système où on a comme l'impression que l'éducation est devenue le parent pauvre. Depuis quelques années, du pays. Depuis quelques années, c'est le même constat. Je pense qu'il faut qu'on aille peut-être vers des états généraux d'éducation ou vers même peut-être un système d'autogestion. J'ai entendu le premier ministre Idrissa Seck parler de Conseil supérieur de l'éducation. Je ne sais pas trop ce qu'il met dedans. Si c'est de l'autogestion, moi je suis partisan. Moi je pense qu'il y a des secteurs qu'il faut confier carrément à ceux qui le pratiquent. On crée un conseil supérieur de l'éducation. On le confie aux gens de l'éducation. Mais depuis des années.
Peut-être que... Le problème de l'éducation dure depuis des années. Mais c'est depuis des années, parce qu'effectivement, comme vous avez dit, il ne faut pas qu'on se leurre. Oui, monsieur. Il y a aussi oui. des ingérences de la politique oui. dans le fonctionnement de l'éducation. Parce que la plupart des syndicats ont des accointances avec des milieux politiques. En fonction du contexte politique, écoutez, on appuie sur l'accélérateur des revendications. Il s'agit de l'avenir des enfants sénégalais. Mais justement, il s'agit de l'avenir des enfants. Malheureusement, les enfants sont considérés comme la chair à canon. Mais vous, en tant que défenseur des droits humains, ici, les associations de défense des droits humains ne se préoccupent pas justement de la cause de ces enfants. Non, vous avez tout à fait raison. Qu'est-ce qui se passe finalement? C'est-à-dire qu'il y a des questions qui sont des questions, on va dire, qui apparaissent comme secondaires parce qu'elles ne sont pas pilotées par des leaders peut-être charismatiques comme les hommes politiques, oui. Mais qui sont plus importantes. Oui, mais Maître Amadou Ali Kane, ici c'est l'avocat dont il est question. Ici, le problème, c'est un problème de droit. Non, je suis tout à fait d'accord. Droit garanti par la Constitution. Je suis tout à fait d'accord. Mais qu'est-ce qui empêcherait c'est une question, qu'est-ce qui empêcherait à une association ou à un organisme de saisir les juridictions pour défendre les intérêts de ces enfants? Mais vous avez tout pour à fait l'État raison. Comme pour les acteurs. Vous savez, oui. Il y a ce qu'on appelle les droits civils et politiques. Il y a les droits économiques et sociaux. Oui. Et culturels. Oui, mais le deuxième... Alors, oui. cette seconde catégorie, c'est dans ça qu'il faut ranger l'éducation. Mais vous êtes conseiller de la RADDHO, par exemple. Voilà. Je donne un exemple. Vous êtes conseiller de la RADDHO. Sur un cas pareil, vous laissez faire? Mais c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous posez un problème qui est très important. Oui. Notamment en matière de droits humains. C'est la justiciabilité des droits économiques et sociaux. Oui. On voit les gens porter plainte lorsqu'il y a atteinte aux droits civils et politiques. Oui. Mais comme vous l'avez fait observer, il y a très peu de plaintes pour les violations des droits économiques et sociaux. Il faudrait évidemment que les ONG droits de l'homme... Oui, qui renvoient à chacun devant ses responsabilités. Que les ONG droits de l'homme oui. commencent à faire de la question des droits économiques et sociaux une question fondamentale et commence aussi à rester en justice sur ces questions. Oui, parce que s'il s'agissait par exemple d'une arrestation d'un homme politique, on aurait compris, tout le monde allait se lever. Mais là, les enfants sont touchés, sont atteints dans leurs droits. Je rappelle que la RADDHO... Sans que cela ne puisse émouvoir personne. Comment vous appréciez-vous cela? Je rappelle que la RADDHO a eu à saisir le comité sur les droits des enfants, des droits relatifs aux droits et au bien-être de l'enfant africain. Oui. En ce qui concerne le cas des enfants talibés. Et la RADDHO a eu gain de cause. L'État du Sénégal mais là, ce n'est pas encore le cas. Invité à prendre des mesures. Et je pense que, comme vous l'avez dit, il faut aussi que pour l'éducation formelle, l'éducation en français également, et sur beaucoup d'autres questions, le logement, l'accès à l'eau, c'est toutes ces questions que, effectivement, on apprenne à faire également des recours. Parce que ça aussi, ça fait partie des droits de l'homme, les droits économiques et sociaux. Ce sont même les droits les plus importants. Le droit à la santé, le droit à l'éducation. Mais si vous en êtes privé, vous ne pouvez même pas être un bon citoyen. En tout cas, il y a des grèves qui sont annoncées. Mais alors, les pouvoirs publics, comme les acteurs, ont-ils compris l'enjeu? Non, malheureusement, on n'a pas pris vraiment la mesure des enjeux. Oui, parce que aujourd'hui, la seule mesure qui est prise, c'est comment gagner les élections à venir. Que le système éducatif s'écroule, que le système sanitaire s'écroule. On a l'impression que c'est le cadet des soucis, à la fois des gouvernants, comme aussi des acteurs politiques. Le plus important, c'est les élections. Comment devenir président ou comment rester président de la République. Et c'est malheureux. C'est pour ça que j'ai dit que j'ai comme l'impression qu'il y a un déficit de patriotisme. Tout azimut. Je n'accuse personne de cela. Mais on a comme l'impression qu'on ne se représente pas encore une fois que nous sommes en compétition avec d'autres pays.
il y a d'autres pays qui sont autour de nous, qui sont un peu loin de nous, qui sont en train de décoller et on risque d'être largués. Et notre devoir, c'est de faire en sorte que nous, on ne soit pas largués, qu'on reste dans le peloton de tête des pays qui gagnent, aussi bien dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé et dans tous les domaines. Et comment rester président, comme qui dirait ça passe ou ça casse. On a déjà entendu parler à côté. Malheureusement, on est encore à la conception jouissive du pouvoir. Le pouvoir, ce n'est plus un sacerdoce, voyez-vous, c'est un lucre. C'est les palais, c'est les lambris dorés, c'est les voyages, c'est la voiture, c'est les privilèges, c'est les avantages. Mais ce n'est pas perçu comme une charge. Parce que si c'était perçu comme une charge, il n'y aurait pas aujourd'hui la course qu'il y a vers la conquête du pouvoir. Alors, la dernière question. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Avant de boucler cette grosse actualité également autour de ces arrestations, le procès est en cours sur des Sénégalais supposés djihadistes. Oui, à ce stade du procès, que retenir? A-t-on véritablement frôlé le pire? En tout cas, je dois dire que moi, je défends quelqu'un là-dedans. Oui. Bon, je crois que ce qui est arrivé à ces gens, c'est un peu ce qui est arrivé aux intellectuels francisants. À un moment donné, il fallait être marxiste-léniniste, il fallait être maoïste, il fallait être trotskiste. Le radicalisme. Il fallait épouser une idéologie étrangère pour exister. Mais là, si on n'est pas ça, on n'existe pas. Et j'ai l'impression que pour les intellectuels aussi arabisants, pour une partie d'entre eux, il faut être wahhabiste, salafiste, etc. C'est-à-dire, il faut épouser une de ces pensées venues d'ailleurs. Et c'est pourquoi je dis... Et ça avait commencé à gagner... Voilà, et ça a commencé à gagner certains d'entre eux. Certaines couches. Et vous savez, le salafisme, c'est une idéologie qui prône le retour à l'islam des débuts, de l'époque du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et dans le salafisme, vous avez également plusieurs branches. Vous avez le salafisme scientifique, vous avez le salafisme quiétiste, vous avez le salafisme djihadiste. Bon, ce qui est clair, c'est que, encore une fois, le procès est en cours. On ne peut pas dire que ces personnes sont coupables de quelque chose. Elles bénéficient de la présomption d'innocence. Oui. Et aussi, j'ai aussi comme l'impression qu'il existe beaucoup parmi les personnes qui sont en jugement, qui sont effectivement manipulées, qui n'ont pas une solide formation intellectuelle, qui sont donc poreux à des influences. Et donc, au fur et à mesure que ça avancera, on pourra mesurer les responsabilités des uns et des autres. Oui, mais a priori, c'est des personnes qui doivent être présumées innocentes. Oui, mais une chose est quand même certaine, il y a nécessité de peser sur la prévention. Et là, on retombe... Comment organiser désormais pour éviter le pire? Vous savez, on retombe sur le problème que vous posez tout à l'heure, le problème de l'éducation. C'est-à-dire que si un citoyen n'est pas éduqué, n'est pas bien formé, ce citoyen, il devient vulnérable. Il est pauvre à toutes les influences. Exposé. Il est exposé. Surtout lorsqu'on leur rumine autant de fortes sommes d'argent. Voilà. Donc aujourd'hui, notre salut, c'est l'éducation. Il faut que les citoyens sénégalais soient armés intellectuellement, moralement, et ces valeurs, religieusement. Ces valeurs-là existent. Et ces valeurs existent aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle moi je voudrais rendre hommage, un hommage mérité, aux pères fondateurs de l'islam sénégalais, si on peut les appeler comme ça, à des hommes comme Serigne Touba, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, qui a forgé une pensée religieuse autonome. C'est le lieu de rendre hommage également à des hommes comme Cheikh Oumar Al-Foutiyou Tall, à El Hadji Malick Sy, à Baye Niass, qui également ont réussi à créer des courants à l'intérieur de l'islam pour adapter l'islam à notre génie propre. Et c'est ça qui fait que leurs disciples sont des gens disciplinés, ce sont des gens qui échappent à
certaines influences extérieures. D'islam confrérique. Voilà, je pense qu'il faut rendre hommage, bien que l'islam confrérique également doit être amélioré sur beaucoup de points. Parce que si nous ne disons pas qu'il est parfait. Les fondateurs sont parfaits. Ils ont forgé des pensées qui ont servi de viatique. C'est parce qu'elles sont bonnes qu'elles perdurent. Sinon, elles auraient disparu. Mais ceux qui en ont hérité, ceux qui ont la charge de les faire vivre, est-ce que aussi ils font toujours ce qu'ils doivent faire? Ça, c'est une grosse question qu'on doit se poser. Il y a certainement aussi des améliorations à faire de ce niveau. L'héritage, finalement, tout est question d'héritage. L'héritage confié aux hommes politiques, l'héritage conféré aux hommes religieux, l'héritage tout court du Sénégal. Que faudrait-il en faire à ce stade de notre vie? Mais c'est une très grosse question. Nous sommes un pays qui vient de loin, qui n'a pas commencé aujourd'hui. Et beaucoup ont consenti des sacrifices énormes, nous au prix même de leur vie. Voilà, comme disait le philosophe, nous sommes des nés juchés sur les épaules de géants. Il faut que ces géants-là, qu'on fasse tout pour perpétuer leur héritage, leur legs, pour qu'on soit digne de leur héritage. Il faut éviter de faire de ce pays une sorte de no man's land sur le plan idéologique, sur le plan religieux, sur le plan philosophique. Il faut qu'on sache que ce pays, c'est un pays qui a été labouré sur tous les plans par des prédécesseurs illustres qui nous ont laissé un viatique avec lequel on peut aller à la conquête du monde et gagner. Maître Amadou Kane, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes avocat, vous êtes militant des droits humains, mais vous êtes également conseiller juridique de la RADDHO. La RADDHO, c'est la rencontre africaine pour la défense des droits humains. Merci, ça a été un plaisir. Merci beaucoup, Bayobar. Merci à tous vos auditeurs qui nous ont suivis. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, ça n'est tout. Excellente suite de programmes sur la 98.5. Merci, au revoir et à dimanche prochain. onon ɓiɓɓe africa ummade ɗigoɗen leydi men gaccen hasidagal yo allah suukan kedi musibaji yo allah adu jam to rwanda.